Alors pour introduire un peu cet observatoire, on est dans un contexte très dense sur 2014, où on est à 10 ans d'existence du bilan carbone. On est en pleine année de travail sur la loi du nouveau modèle énergétique français. On est à l'année clé, enfin en tout cas à mi-temps entre le premier exercice réglementaire bilan GES et le second. On est à 1 an de la COP 21 et puis on est dans cet objectif on a des objectifs de réduction au niveau français, au niveau européen, sur 2020, sur 2030, 2050. Voilà, on a un contexte assez riche. L'objectif de cet observatoire, c'était de voir où en sont les entreprises, de les questionner sur leurs pratiques en termes de comptabilisation, mais aussi et surtout en termes de management de gaz à effet de serre. Donc pour cet observatoire, on s'est fixé 2 objectifs majeurs. Le premier, c'était d'essayer de comprendre les dynamiques à l'œuvre au sein des entreprises pour tout ce qui est autour du sujet de la gestion des gaz à effet de serre et de leur intégration dans les stratégies des entreprises. Donc ça, c'était notre premier objectif. Le deuxième objectif, et c'est un point très nouveau cette année, en tout cas pour cette 3e édition, c'est d'aller accentuer sur les bonnes pratiques et sur les choses qui marchent en entreprise de manière à les mettre en avant et de sortir un peu des pratiques qui sont classiques et d'aller sur des pratiques qui sont innovantes et aussi et surtout reproductibles. Donc ça, c'est nos 2 objectifs sur cet observatoire. Du coup, en termes de méthodologie, on a commencé par une enquête en ligne, donc en début d'année 2014, qui a été diffusée très largement via nos réseaux ABC et Greenflex, mais aussi via les réseaux des partenaires de cet observatoire. Donc, suite à cette enquête, nous avons obtenu 205 réponses d'entreprises. Donc, ce qui est à noter, c'est que déjà, on a 44% de réponses en plus par rapport à l'an passé. Donc voilà, un observatoire qui s'intègre et qui a une vraie dynamique d'évolution et qui prend de plus en plus de place dans le paysage. Tous les secteurs d'activité d'entreprise sont représentés, mais aussi toutes les tailles d'entreprise. Donc on aura à la fois des très petites entreprises, des PME, des grandes entreprises, des grands groupes. Voilà, on est très large en termes de panorama. Dans ces 205 entreprises, on a deux parties. Une moitié qui a fait au moins un diagnostic de ces gaz à effet de serre et une autre moitié qui n'en a pas fait. Et donc dans la centaine qui ont fait un diagnostic, on a une moitié qu'on appelle les nouveaux, qui n'en ont fait qu'un seul, et les expérimentés qu'on appellera et les expérimentés qui en ont fait plusieurs. Donc ça, ce sont nos catégories en termes d'éléments de langage pour la suite. Donc suite à cette enquête en ligne, on a complété ces éléments qui sont relativement quantitatifs par des entretiens téléphoniques auprès de différents acteurs, et c'est là où on a notamment pu approfondir sur certaines actions qui ont pu être mises en place, essayer d'aller chercher un peu les facteurs clés de succès, aller chercher en termes de retour sur investissement, d'accentuer sur cet enjeu économique et financier. Donc ça, c'était pour la méthodologie. Ce qu'on vous a présenté maintenant, ce sont les résultats. On va vous les présenter autour de 4 facteurs clés de succès qu'on a identifiés grâce aux réponses. Et pour chacun de ces facteurs clés de succès, il y aura un ou plusieurs graphiques sur lesquels on se contentera d'abord de vous présenter le graphique de manière assez brute et ensuite les enseignements tirés. Donc pour commencer avec le premier facteur clé de succès, c'est concilier impact environnemental et bénéfice économique. Donc autour de ce sujet, on note d'abord que l'engagement environnemental et l'enjeu économique sont la première motivation pour la réalisation d'un diagnostic gaz à effet de serre. Donc la question posée était la suivante: quelle est la raison principale qui vous a amené à réaliser votre premier diagnostic gaz à effet de serre, donc qui porte sur la centaine d'entreprises qui en ont fait au moins un. Donc on voit en premier lieu, et ça c'est la même tendance que par rapport à l'observatoire de l'an dernier, par engagement environnemental de la direction, à 39%. Ensuite, nous avons à 20% un groupement qu'on a appelé par enjeu économique, qui regroupe la réponse pour identifier les gisements d'économie de ressources consommées et pour évaluer votre dépendance aux énergies fossiles. Ensuite, à 19%, nous avons par obligation légale. Donc là, un taux qui est plus faible que l'an dernier, évidemment, puisqu'on est sur l'année 2013 qui a suivi la réglementation. Ensuite, à 13%, on a un groupement qu'on a appelé pour soutenir l'offre commerciale, et ensuite 9% d'autres. Donc là, voilà, les 2 éléments clés, c'est de l'engagement environnemental est toujours moteur dans la réalisation du premier diagnostic. Deuxième élément, c'est qu'on a l'enjeu économique qui prend de plus en plus de place. Deuxième élément, c'est que l'enjeu économique, en revanche, est le premier facteur de motivation à la mise en place d'actions. Donc on a questionné en fait les répondants autour de 5 axes, qui sont les suivants. Donc d'abord, on avait GES et énergie, qui portaient sur toutes les consommations énergétiques, aussi de fluides, sur ce qui se passait en interne, globalement sur le travail d'action sur le scope 1. Ensuite, nous avons un axe GES et produits et services, où là on va questionner sur les enjeux d'éco-conception, tous ces enjeux autour du produit et du service. GES et parties prenantes, où là on va questionner sur le territoire,
sur les fournisseurs, sur les clients. Un quatrième axe qui est GES et ressources humaines, donc en termes de démarche interne, de mobilisation des employés, de mise en place de plans de changement en interne. Et ensuite, un dernier axe, et là aussi c'est un nouveau point cette année, c'est d'aller questionner sur le financement. Quel financement pour la stratégie carbone? Donc, pour faire très simple, enfin, très clairement sur cet axe-là, c'est là où on a eu moins de réponses. Et c'est un des éléments clés aussi qui ressort, c'est que sur le financement, on a encore besoin d'avancer, de donner des clés en tout cas aux entreprises pour avancer sur la définition d'un vrai plan de changement et d'un vrai plan de financement sur la transition carbone. Donc la question qu'on avait posée autour de ces axes-là, c'est quelle est la première motivation à la mise en place d'actions? Donc ce qu'on voit, c'est que sur l'ensemble des axes, mis à part sur les parties prenantes, et ça peut se comprendre vis-à-vis de cet enjeu, on a faire des économies. Et ensuite, sur les parties prenantes, il y a une anticipation des risques liés à la pression qui peut exister de ces parties prenantes. Donc voilà, deuxième message là-dessus, c'est que l'enjeu économique est le facteur principal de motivation pour la mise en place d'actions. Je vais aborder le deuxième facteur clé de succès, d'une démarche GES réussie qu'on a identifiée comme telle. C'est donc intégrer la démarche GES dans une dynamique de changement. Je te remercie. Qui est illustré par deux messages. Le premier étant, avec la pratique répétée du diagnostic GES, celui-ci devient un outil de suivi opérationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a reposé la question quelle est la raison principale qui vous a amené à réaliser, mais cette fois sur le dernier diagnostic GES. Donc en fait, cette question concerne que les expérimentés, dont parlait Simon. Donc on s'aperçoit que les entreprises ont répondu à 7% que c'était par enjeu économique. Donc là, on n'est plus du tout sur les mêmes chiffres. À 9% pour soutenir l'offre commerciale. À 17% par l'enjeu réglementaire. 30% l'engagement environnemental de la direction, qui conserve une place prépondérante. Et surtout, donc le premier facteur de motivation, c'est suivre les résultats des actions lancées précédemment. Donc, quels enseignements on peut tirer de ce graphe? C'est surtout que, alors que le premier diagnostic est l'occasion pour les entreprises d'identifier les gisements, de commencer à structurer une démarche, voilà, et notamment avec l'enjeu, le critère économique, on l'a vu, surtout pour la mise en place d'actions. Là, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des diagnostics, donc le premier enseignement, c'est d'abord que c'est un long processus, voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, elles entrent vraiment dans une dynamique plus opérationnelle. Et là, il s'agit moins d'identifier des nouveaux gisements et des nouveaux enjeux de réduction de gaz à effet de serre. Donc voilà, on s'aperçoit par ailleurs, vous le verrez dans la synthèse, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous pourrez récupérer la synthèse qui conserve un peu plus qui présente un peu plus d'éléments que ce qu'on vous présente maintenant, et notamment des éléments un peu plus concrets, sur des fiches de bonnes pratiques qu'on a voulu faire ressortir cette année, et voilà, et comment une bonne pratique fonctionne, une bonne action de réduction fonctionne. Donc voilà, je vous invite et je vous recommande même à récupérer cette synthèse qui est mise à disposition dans la salle où on a pris un café ce matin, voilà, juste à gauche. Voilà, donc désolé, parenthèse fermée. Voilà, donc pour revenir à ce graphe, et donc vous le verrez dans la synthèse, la plupart des entreprises qui se retrouvent dans ces 32%, donc qui sont vraiment les plus matures finalement, qui sont dans une démarche opérationnelle sur les actions de réduction, on s'aperçoit que la majorité, ce sont ceux qui ont répondu par l'enjeu économique pour le premier facteur de diagnostic. Donc c'est ceux qu'on pourrait appeler les pragmatiques, en tout cas qui ont une approche très pragmatique du diagnostic GES. Le deuxième enseignement, c'est le baromètre 2012-2013. Les entreprises améliorent leur management des émissions de gaz à effet de serre. Donc là, en fait, on a interrogé les entreprises qui ont répondu. Alors, on a posé certaines questions, donc les 4 que vous pouvez voir.
et qu'on a reposé cette année. Donc on avait déjà posé l'année dernière. 18 entreprises ont répondu les 2 ans. Et donc on vous présente les résultats sur ce petit panel de 18 entreprises, mais qui représente quand même en fait un tiers des expérimentés. Donc on a posé les questions suivantes. Selon vous, votre entreprise a-t-elle établi un rapport interne concernant sa stratégie en matière de GES, défini un plan d'action de réduction, établi des indicateurs de suivi et budgété ce même plan d'action? Voilà, on ne va pas détailler chacun des résultats. Ce qu'il est intéressant de regarder, c'est que sont devenus, donc dans les réponses proposées, c'est oui, prévu dans l'année et non, que sont devenus les prévus dans l'année pour les réponses 2012. Et on s'aperçoit qu'elles sont devenues majoritairement des oui. Donc c'est-à-dire que l'enseignement, et alors c'est encore plus vrai pour la question votre entreprise a-t-elle budgété le plan d'action? Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les entreprises, d'abord, respectent leurs engagements et sont vraiment dans une démarche d'amélioration continue de leur management, j'allais dire. Donc là, on a encore la preuve que c'est un long processus, mais en tout cas, les entreprises ont tendance à très peu, enfin en tout cas, rares sont les entreprises qui reculent devant l'enjeu. Voilà, donc ça, c'est un enseignement intéressant et plutôt positif, voilà, qu'on a voulu faire ressortir cette année. Voilà, je vais repasser la parole à Simon. Du coup, nous allons aborder maintenant le 3e facteur clé de succès, qui est réagir positivement à la réglementation et la dépasser. Donc, le premier élément, c'est que le bilan réglementaire a une influence positive sur les démarches GES. La question posée aux entreprises de plus de 500 salariés était: pouvez-vous préciser l'influence de la réglementation sur votre démarche GES? Donc à 1%, on a eu influence négative. À 40%, on n'a eu aucune influence. Et à 59%, on a eu une influence positive. Donc déjà, globalement, une influence positive sur les démarches de la part de la réglementation. Autre élément, quand on regarde maintenant en détail les profils des répondants sur chacune de ces réponses, on voit que au plus les entreprises sont grandes, au plus la réglementation a une influence positive pour elles. Donc c'est une bonne chose au niveau grande entreprise, et peut-être un petit point d'attention sur les entreprises qui sont plus proches de 500 salariés, pour les aider à aller, en tout cas pour aider à ce que la réglementation devienne de plus en plus, enfin encore plus, avec une influence positive. Donc ça, c'était le premier élément, et un élément assez, premier abord, assez surprenant pour nous. On entendait toujours parler de la réglementation, c'est une contrainte réglementaire, c'est une formalité administrative, etc. Mais au final, voilà, après 1 an et demi, avec un peu de recul maintenant dessus, on voit qu'on a une influence positive sur les démarches. Donc ça, c'est le premier élément sur la réglementation. Le deuxième élément, lui, concerne le scope 3, qui est une prise en compte naturelle et que la réglementation doit soutenir. Donc ça, c'est un peu notre message militant sur cet observatoire, ce sera celui-là. La question qu'on posait aux entreprises aux différents répondants, c'était quel périmètre avez-vous étudié? Donc là-dessus, on a différentes informations. Donc sur la gauche, la question était posée aux nouveaux, donc ceux qui n'ont fait qu'un diagnostic. Et nous avons comparé les périmètres étudiés entre les entreprises de moins et de plus de 500 salariés. Donc en vert, vous avez scope 3 intégral pris en compte, en bleu, le scope 3 partiel, et en orange, sans scope 3. Donc là, ce qu'on voit directement, c'est que quand on a moins de 500 salariés qui ont fait son premier bilan de gaz à effet de serre, son premier diagnostic, on va prendre majoritairement en compte le scope 3, donc à 58 plus 23%, donc à 81%. Quand on regarde les entreprises de plus de 500 salariés qui ont fait qu'un diagnostic, donc la grande majorité pour répondre à la réglementation, on est à 16 plus 10%, donc 36% qui ont intégré partiellement le scope 3. Donc déjà là, une grande différence entre obligés et non obligés. Ensuite, quand on regarde du côté des expérimentés, et sur le périmètre qu'ils ont étudié lors de leur dernier diagnostic, là on voit qu'à 76%, on a une prise en compte partielle ou intégrale du scope 3. Donc de là, nous, on se dit, bah voilà, quand on fait un bilan de ces émissions et qu'on n'est pas obligé par la réglementation, donc quand on a moins de 500 salariés, on prend majoritairement en compte le scope 3. Quand on a de l'expérience, on prend majoritairement en compte le scope 3. Maintenant, voilà, la réglementation, enfin en tout cas nous, ce qu'on voit, c'est que les entreprises vont sur ce scope 3 et que la réglementation doit soutenir cet élan naturel pour aller entraîner ces entreprises de plus de 500 qui se sont lancées dans la démarche grâce à ça. Donc c'est tout le mérite de la réglementation, c'est de leur avoir permis de se lancer dedans. Maintenant, il faut transformer l'essai et continuer.
Je vais terminer par le dernier facteur clé de succès. C'est comprendre que l'inaction coûte plus cher que l'action. Donc, le coût de l'inaction n'est pas mesuré alors que c'est une source de motivation. Je vais commencer à introduire ce que veut dire le coût de l'inaction. Donc une définition qui est communément admise, c'est que c'est le surplus de coûts occasionné par l'absence de décision visant à limiter l'impact du changement climatique et de la hausse du prix des énergies sur l'activité de l'entreprise. Donc nous, on est convaincus, mais c'est un sentiment, je pense, largement partagé dans la salle, et puis c'est d'ailleurs corroboré par des études d'experts, qu'il est plus coûteux de ne rien faire que d'agir. Or, donc là vous n'avez pas le chiffre, vous pourrez encore une fois le retrouver dans la synthèse, aujourd'hui seulement 7% des entreprises donc de notre panel ont mesuré ce coût de l'inaction. C'est assez faible. Par contre, ce qui est encourageant, c'est quand on pose la question à ceux qui ne l'ont pas mesuré, pensez-vous que cette mesure pourrait être une motivation au changement? Les 2/3 des entreprises répondent que c'est un facteur de motivation, que ça pourrait être un facteur de motivation. Donc là, on sent que ce n'est qu'une question de temps avant que les entreprises le mesurent. Et on pense effectivement notamment aux entreprises qui n'ont pas réalisé encore de diagnostic GES, donc notre panel, et donc qu'on a interrogé également, vous le verrez dans la synthèse, sur les freins. On s'aperçoit qu'elles sont effectivement plus dans une logique court-termiste et qu'elles ne voient pas l'intérêt à moyen et à long terme de ce fameux coût de l'inaction, en tout cas de le mesurer et donc effectivement de passer à l'action et dans une dynamique de transition. Voilà, je vais conclure. Donc, les facteurs clés de succès d'une transition carbone ou d'une démarche GES réussie, c'est donc concilier bénéfices économiques et impacts environnementaux, intégrer la démarche GES dans une dynamique de changement, réagir positivement à la réglementation et aller plus loin, et comprendre que l'inaction coûte plus cher que l'action. Alors cependant, effectivement, Simon en a parlé aussi pendant son intervention, on a noté qu'il y avait un point d'attention qui restait à approfondir, en tout cas l'année prochaine, et qui est en tout cas peu intégré encore par les entreprises, c'est le financement de la transition, voilà, c'est-à-dire se donner les moyens de son ambition, en fait. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment dans le thème, en tout cas quand on rappelle ces messages. Merci à tous.